Alors, nous allons parler de deux instruments principaux qu'utilisent les gérants de hedge funds, la vente à découvert et le levier, leverage. Mais commençons par ce dernier. Comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Vous avez une forte conviction, donc vous êtes prêt à investir une large partie de votre fortune sur une thématique en particulier. Et si cette conviction est encore plus forte, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez non seulement investir votre argent, mais vous allez également emprunter de l'argent pour l'investir sur cette idée. Alors, c'est simple, vous voyez ici un investissement de 100, mettons que le sous-jacent donne 20% au bout d'une année, vous avez gagné 20, votre investissement passe de 100 à 120, vous avez gagné 20%, tout va bien. Ensuite, vous faites ce même investissement avec du levier. Donc, vous avez 100 de capital, vous empruntez 100 supplémentaires que vous investissez. Cette fois, vous investissez 200, même performance du sous-jacent, à savoir 20%. Seulement 20% de 200, c'est 40. Donc, vous avez gagné 40 au bout d'une année. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez les 100 que vous avez empruntés, il vous reste les 40. On fait l'hypothèse ici qu'il n'y a pas de frais, alors qu'il y en a en réalité, mais supposons par simplicité qu'il n'y a pas de taux d'intérêt que vous payez sur cet emprunt. Donc vous avez 40 que vous ramenez à votre propre capital de 100 et donc vous avez cette fois pas 20 mais 40%. Donc vous avez un levier de 2 fois qui multiplie la performance d'autant. Donc attention, petite subtilité, quand on dit un levier 2 fois, ça veut dire que vous avez emprunté pour 100% de votre capital et pas 200%. Pour passer de 100 à 200, ça fait une augmentation de 100%. Voilà, alors ça c'est le premier des instruments, le levier, qu'on associe en général au risque. Pourquoi? Parce que le levier, c'est un turbo qui marche à la hausse, mais malheureusement aussi à la baisse. Donc, si je n'avais pas mis plus 20% ici, mais moins 20%, avec le levier de 2 fois, vous auriez eu, au bout du compte, moins 40%. Et oui, malheureusement. Donc on passe maintenant à la deuxième partie de cette formation et de présentation. Et c'est vrai qu'il y a une question qui interpelle quand même tout le monde. Depuis le début, depuis 15 ans que je suis dans la finance durable, c'est cette question de la performance. Finalement, tout ça est bien joli, mais dans les faits, qu'est-ce que ça rapporte? Et je crois qu'on va tenter d'y répondre. En tout cas, tenter de répondre de quels sont les moteurs. Qu'est-ce qui intéresse l'investisseur quand il choisit de faire de l'investissement responsable? Et sans aller dans le détail de chacun des arguments, on peut quand même se dire que certains l'utilisent comme une opportunité d'investissement, d'autres c'est pour gérer des risques. La notion de la performance, elle peut être aussi un facteur d'intérêt. Et puis après, on a la pression réglementaire, qui est là et moins appréciée, mais qui se renforce en Europe et elle pourrait également se renforcer en Suisse. Puis en fait, il y a cette question de transparence et de réputation qu'on prendra en dernier lieu. Donc les nouvelles tendances, ça, c'est quand même le concept intéressant. C'est finalement de se dire que aujourd'hui, si on veut investir dans des sociétés qui seront des leaders de demain, eh bien, il faut évaluer pas uniquement les ratios financiers historiques, mais c'est vraiment se projeter sur ce que sera l'avenir, ce que voudront les consommateurs et les sociétés qui seront capables d'être leaders dans ce domaine-là. Alors le private equity, qu'est-ce que l'on veut dire par ce terme un petit peu barbare, anglo-saxon, qui n'est pas toujours évident pour tous les investisseurs? Private equity, c'est tout simplement le terme par lequel on regroupe cette notion d'investissement dans des entreprises non cotées. Donc c'est une participation au capital des entreprises non cotées. Le private equity peut se regrouper dans 3 grandes familles. Souvent on parle de LBO pour Leverage Buyout. Tout ça veut simplement dire qu'on va acheter une entreprise, financer cet achat avec de la dette et obtenir une rentabilité après plusieurs années. Deuxième catégorie de private equity, le venture capital. Là, on s'adresse plus à des startups, des entreprises dans la haute technologie, la biotech, et on s'attend à un certain nombre d'accidents. Tous ne deviendront pas des stars. Et donc, le thème du venture capital, donc capital risque, est donc d'accepter qu'une partie de ces investissements ne donne pas de résultats. Mais dans l'ensemble, si vous avez un portefeuille diversifié, vous pouvez attendre une rentabilité intéressante.
troisième grande famille dans le private equity, le capital développement. Donc là, on accompagne une entreprise en injectant du capital pour financer ses fonds propres, son développement, ses investissements, son innovation, et lui permettre de grandir, de passer à une étape supplémentaire de son développement. Alice achète une voiture d'occasion à Bob et lui envoie donc 2 bitcoins. Ça, c'est l'exemple qu'on va utiliser pour illustrer le fonctionnement de la blockchain un peu plus en détail. Alors, dans un premier temps, Alice, elle va utiliser sa clé privée pour signer la transaction et envoyer les 2 bitcoins à Bob. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, quand on crée un portefeuille de crypto-monnaie, un wallet, eh bien on reçoit une clé publique, qui est un peu comme un numéro IBAN, et une clé privée, qui est un genre de code PIN qui nous permet de signer des transactions et donc de dépenser nos cryptos. Eh bien, c'est ça qu'elle va faire, elle va signer la transaction à l'aide de sa clé privée et l'envoyer sur le réseau pour que cette transaction soit vérifiée. Alors, pour vérifier une transaction, on va vérifier 2 choses. Est-ce que les bitcoins ont réellement été acquis, et ce, sans fraude? Et est-ce que les bitcoins n'ont pas été déjà dépensés depuis la date d'acquisition? Alors, dans la vidéo sur les bitcoins, je vous ai dit que l'émission monétaire se faisait à travers la rémunération des mineurs, donc ceux qui vérifient les transactions. Le mineur, il va vérifier la transaction d'Alice et plus de 2000 autres transactions afin de les mettre dans un bloc pour recevoir une récompense de minage. Cette récompense, elle est de 12,5 bitcoins, ce qui fait plus de 200 000 $. Alors malheureusement, c'est pas aussi simple de créer un bloc et de recevoir 200 000 $. Le mineur, il va devoir rentrer dans un genre de compétition avec les autres mineurs et résoudre une équation mathématique très complexe afin de pouvoir proposer son bloc au réseau. En fait, le premier mineur qui arrive à trouver la solution à cette équation, eh bien, c'est lui qui va pouvoir proposer son bloc et potentiellement recevoir la récompense de minage. Alors, ce processus de minage, c'est lui qui est responsable de l'énorme consommation énergétique du système Bitcoin, mais c'est également lui qui permet que la blockchain, en fait, est très dure à corrompre. Parce que corrompre la blockchain, ça nécessite une puissance informatique qui est juste inimaginable.